entrons maintenant dans la phase critique de ce conseil communautaire, où la concorde, la collégialité qui régnait jusque-là va peut-être être remise en cause, je l'espère pas, mais on va voir, avec les rapports qui vont concerner le 7.4, le transfert anticipé des compétences eau et assainissement, et ensuite le choix du mode de gestion pour l'eau et pour l'assainissement. Avant de laisser la parole à François Prévost, je voudrais quand même rappeler 2-3 informations, 2-3 vérités qui me semblent importantes de rappeler. D'abord, il est important que tout le monde ait bien en tête que ce transfert, il n'a été ni souhaité, ni voulu, ni désiré par les élus qui sont autour de cette table. Il nous est imposé par la loi, qui s'appelle la loi NOTRe, Nouvelle Organisation Territoriale de la République, qui a été votée en 2015, sous la présidence à l'époque de François Hollande et une majorité socialiste écologiste au Parlement. On vient quand même de remettre les choses en place, et qui nous imposait de transférer cette compétence eau et assainissement au bloc intercommunal en 2020. Suite à la gronde et à la fronde des élus locaux dont je faisais partie, puisque j'ai toujours défendu le principe du bloc communal et de la défense des compétences du bloc communal, vous pouvez regarder toutes les interventions que j'ai pu faire depuis 2015, elles vont toujours strictement dans le même sens, ça a été décalé à 2026. Et donc aujourd'hui, nous avons l'obligation légale de transférer la compétence eau et assainissement du bloc communal au bloc intercommunal avant le 1er janvier 2026. C'est la loi. C'est-à-dire qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord avec la loi. Moi, je pars du principe que dans un état de droit, force doit être à la loi. Et c'est-à-dire que même quand la loi, et je parlais de ça tout à l'heure dans le sens des intérêts personnels par rapport à l'intérêt général, ne va pas dans le sens de tous les intérêts personnels, on se doit de la respecter parce que le cadre légal et la loi, c'est ce qui nous permet de vivre tous ensemble. C'est ce qui permet quand même aux uns et aux autres d'être protégés justement et que les forts ne puissent pas faire ce qu'ils veulent au détriment des plus faibles. C'est quand même ça le cadre de la loi. Et donc moi, quand à la tête d'une collectivité, on m'explique que je dois transférer une compétence, eh bien, je m'y prépare pour le faire dans les meilleures conditions, que je sois pour ou contre. Et là, en l'occurrence, j'étais, comme l'ensemble de mes collègues autour de cette table, contre ce transfert. Une fois qu'on a dit ça, il faut avancer et il faut se mettre en ordre de marche pour pouvoir respecter la loi. Ce que nous avons fait, et je tiens vraiment à souligner le travail de très grande qualité qui a été fait par notre conseiller communautaire délégué à l'eau, que vous connaissez tous. Vous savez que c'est le monsieur eau de ce conseil communautaire, François, parce que tu as su le faire avec doigté, avec pédagogie, avec fermeté aussi, lorsque c'était nécessaire. Et parfois, il y a besoin de rappeler le cadre dans lequel on est pour avoir un débat qui soit un débat productif, au travers de ce comité de pilotage qui a été mis en place. Je rappelle à tout le monde que ce n'était pas une obligation légale, ça, en revanche. Et que la volonté de faire les choses dans la transparence, dans la pédagogie, dans la dimension démocratique qu'on défend dans chacune de nos actions, a été un choix politique revendiqué de la collectivité. Et donc, dans ce comité de pilotage, il y avait un représentant de chaque commune, des 13 communes de l'EPCI, opposition comprise, pour Forcalquier. Parce que justement, je ne voulais pas qu'on puisse dire que c'était un choix idéologique ou partisan qui avait été mené. Vraiment une réflexion de fond, avec un cabinet d'audit d'accompagnement, de très bonne qualité aussi, mais tu en diras quelques mots tout à l'heure, François, qui nous a accompagnés dans cette logique. Le seul objectif qui a été fixé par le comité exécutif et par le conseil des maires, c'est de retenir le mode de gestion qui nous permette d'avoir le meilleur prix avec la meilleure qualité de service. Je le répète, le meilleur prix avec la meilleure qualité de service. C'est la seule ambition qu'on porte aujourd'hui. Voilà. C'est quand même important de le rappeler aussi. J'ai vu qu'il y avait eu certaines contre-vérités sur lesquelles je ne reviendrai pas parce que vous connaissez mon mode de fonctionnement aujourd'hui. Je ne veux pas donner de crédit aux thèses complotistes, aux inexactitudes qui sont mises devant les yeux des uns des autres pour essayer de les orienter d'un côté ou de l'autre. Moi, j'ai foi en la population qui comprend très bien ce que nous sommes en train de faire. J'ai foi en la capacité de concertation et le travail qui a été fait par l'ensemble des élus qui sont autour de cette table et qui l'ont fait de façon consciente, et je les remercie aussi parce qu'il n'y avait pas d'idéologie dans les réflexions qu'on a pu avoir, François, autour de la table, que ce soit en Conseil des maires ou au travers de ce comité de pilotage. Et in fine, ce qui va vous être proposé ce soir, c'est la victoire du principe de réalité. C'est-à-dire que la grande différence, quand on est dans l'opposition, quand on n'est pas élu, quand on n'est pas aux responsabilités, c'est le principe de réalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites quelque chose dans votre vie, que vous gérez un organisme, que ce soit une collectivité, que ce soit une entreprise, que ce soit une association, vous verrez que c'est systématiquement le principe de réalité qui l'emporte par rapport à l'idéologie. L'idéologie, elle est très belle en théorie. Et dans les faits, ensuite, il y a un certain nombre de variables à prendre en compte pour faire un choix éclairé. Et ce soir, ce qui vous est proposé,
c'est le choix de la réalité. Le choix de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. La meilleure équation sur un sujet sur lequel, encore une fois, on n'avait pas de volonté politique de s'étendre, de prendre position, et dans un contexte où il y a des disparités de taille de communes, il y a des disparités de mode de gestion actuellement, c'est la moins mauvaise solution qui va vous être proposée ce soir au vote. Donc merci François pour ton travail, merci Cindy évidemment pour le côté technique, et François Prévost chante vos louanges Cindy ce soir, mais il le fait de façon régulière par ailleurs, donc là ce soir vous avez l'occasion de pouvoir l'entendre. Je voudrais remercier aussi Didier Morel, qui pour la ville de Forcalquier et la majorité en tout cas municipale, a géré ce sujet pour la ville et dans le cadre du futur transfert de compétences. Merci Didier de ta présence ce soir alors que tu n'es pas conseiller communautaire et de l'engagement qui est le tien au quotidien et sur ce sujet en particulier. Je vous le dis, et encore une fois on pourra expliquer que c'est un choix politique, mais j'espère qu'à l'aune de ce que je viens de vous dire et de ce que François va pouvoir vous présenter ensuite, vous aurez conscience que c'est loin d'être le cas. Et nous allons par la suite, comme on l'a fait pour les points d'ordure ménagères, aller dans chaque commune, faire des réunions publiques avec les habitants, entendre toutes les interrogations, toutes les inquiétudes qu'il pourrait y avoir et expliquer ce que nous faisons, parce que c'est dans l'ADN de cet exécutif d'expliquer, de pouvoir répondre, encore une fois, aux interrogations, et surtout de pouvoir donner une information qui est fiable et vérifiée. Parce qu'il faut se méfier un peu de ce qu'on nous présente des fois et la manière dont c'est présenté. Ce n'est pas systématiquement vrai. Donc là, on va vous présenter les choses de façon très objective, mais encore une fois, la seule chose qui a guidé la décision qu'on va prendre ce soir, c'est la qualité de service et le coût, pour réduire au maximum le coût in fine, et le principe de réalité qui fait qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans un contexte qui est contraint. Je tiens à le préciser, j'assumerai ce choix au même titre que l'ensemble de mes collègues. Moi, je ne suis pas devenu président de PCI pour me faciliter la tâche. C'est-à-dire que j'avais pas de volonté de le faire initialement. C'est l'ensemble des maires réunis dans cette salle qui m'ont demandé de prendre la présidence de cette collectivité. Je gère des sujets qui sont sur la table depuis 20 ans, qui n'ont pas été gérés, comme les points d'ordure ménagères et comme les ordures dont je me passerai très bien, parce que politiquement, croyez-moi, il y a plus de coups à prendre que d'intérêt à sortir. Le sujet de l'eau, c'est pareil. Sauf que moi, je ne me défausse pas. Quand on m'a demandé de faire ça, j'ai assumé cette responsabilité, je l'ai fait, je le fais au quotidien, et je le ferai, même si parfois c'est des choix politiques qui sont délicats à faire, parce que c'est ça qu'on appelle la responsabilité politique, et on ne peut pas déplorer en permanence que les élus ne tiennent pas leurs promesses et n'assument pas leurs engagements, si ensuite on crie sur ceux qui le font. Voilà, je pense que c'est important de le préciser, et important de le rappeler en propos liminaire à ces rapports, et je te laisse la parole, mon cher François. Merci encore pour tout ce travail, et on va continuer, encore une fois, dans la collégialité et dans l'échange, parce que c'est vraiment l'ADN de cette collectivité. Merci David, et effectivement, on n'a pas fini. Donc ce soir, c'est une étape importante, puisqu'il s'agit en fait de prendre deux décisions. Une première décision qui concerne les modalités du transfert, notamment à partir de quand ce transfert de compétences va s'opérer. Et puis une autre décision concernant un choix de mode de gestion qu'on a pu élaborer, qui va vous être présenté ici, qu'on a pu élaborer au sein du comité de pilotage, et je reviendrai sur la méthode qui a été la nôtre, qui débouche sur cette proposition de ce soir. En ce qui concerne le transfert de compétences, donc c'est le point 7.4, je crois. Voilà. Concernant les... Pardon ? Oui, exactement. C'est la date du transfert. Le président a rappelé que notre l'obligation légale, c'est 1er janvier 2026 au plus tard. Et nous avons, en conseil communautaire, décidé d'anticiper ce transfert au 1er janvier 2025. Pourquoi ? 2026, c'est une année électorale concernant les élections municipales d'une part, et en cascade, l'élection du nouveau conseil communautaire. Et nous nous sommes dit que en année électorale, avoir de nouvelles équipes municipales, une nouvelle équipe communautaire et un nouveau mode de gestion forcément par la communauté de communes, c'était prendre un risque inouï de défaut de service, de problèmes qu'on allait affronter. Et donc il valait mieux qu'on se donne une année entière de rodage de la future gestion qui sera forcément communautaire, quel que soit le mode de gestion d'ailleurs. Et donc il fallait qu'on se donne une année de rodage
pour, à la fois au niveau des élus et des équipes techniques en place, avoir quelque chose qui tourne au moment où les équipes municipales et communautaires vont changer. Sachant que cette date du 1er janvier 2025, on pourra toujours la reculer si on estime qu'on n'est pas prêt. C'est-à-dire que c'est un objectif qu'on se fixe nous, mais si d'aventure, au 1er janvier 2025, on se dit qu'il faut encore 3 mois pour finir ceci ou cela, recruter un agent qu'on n'aura pas eu le temps de recruter, etc., on pourra toujours décider de le reculer. Par contre, il y a une date butoir qui est le 1er janvier 2026. Donc ça, ce qui vous est proposé ce soir, c'est d'anticiper au 1er janvier 2025. Après, je voudrais revenir juste une seconde, et évidemment, je suis totalement d'accord avec la présentation qu'en a fait le président. Je voudrais revenir une seconde sur ce que peut apporter ce transfert. Certes, c'est une obligation. Certes, nous nous inscrivions contre. Certes, on le fait probablement, et selon les maires avec plus ou moins de bonne volonté, mais on le fait globalement avec des pieds de plomb. Pour autant, moi je préfère voir aussi ce qu'il peut y avoir de positif dans ce transfert de compétences, qui est de fait la solidarité que ça va nous obliger d'avoir au niveau de la gestion des ressources. Je voudrais quand même vous rappeler ce qu'a été l'année 2022, année de tous les records. Heureusement, en 2023, il a plu au bon moment, au mois de juin. Mais en 2022, à cette époque même, on n'était pas très fiers. Hein. Et donc, je pense qu'il faut voir la prise de compétence sur l'eau et l'assainissement de notre communauté de communes comme une opportunité de réfléchir et d'agir surtout sur la gestion solidaire de nos différentes ressources en eau. Alors il y a des communes qui me disent « Oui, mais nous, on n'a pas de problème, on a de l'eau, elle est de qualité, on la paye pas cher, etc. etc. » Oui, mais pendant combien de temps encore ? L'évolution, les effets du changement climatique, c'est pas que dans le rêve ou dans l'inconscient de tel ou tel. Donc moi je pense que si demain on a la possibilité à l'échelle de notre territoire, et probablement faudra-t-il le faire à une échelle plus large encore, de pouvoir se dire qu'on a différentes ressources, je vous rappelle quand même en 2 mots, la Durance, au niveau des prélèvements de Durance-Albion bien sûr, mais pas que, actuellement sur la commune de Lurs, au travers des prélèvements qui sont faits par le canal usinier et la possibilité d'alimenter la Laye par Géocel. Demain, le Verdon pour les communes de Lurs, Niozelle et Pierre-Rue, et peut-être d'autres communes encore. La Laye, bien entendu, plus des ressources locales ici ou là. Si on a sur ce territoire la possibilité de mutualiser et pourquoi pas de mailler tout ou partie de nos réseaux, je pense qu'on se garantit là pour l'avenir et à l'avenir à long terme une sécurité que beaucoup de territoires peuvent nous envier. Donc, oui, c'est une obligation, mais je préfère voir aussi tout ce que ça peut nous apporter demain comme opportunité. Donc j'en ai terminé. Simplement, ce qui vous est soumis donc au vote aujourd'hui, c'est d'accepter le principe, d'anticiper le transfert de compétences qui normalement est obligé, doit prendre effet à partir du 1er janvier 2026, de l'anticiper au 1er janvier 2025. Merci, monsieur le conseiller communautaire. Et j'ajouterai un point qui me semble important aussi, que j'ai oublié d'évoquer tout à l'heure. C'est ceux qui m'expliquent ou qui me questionnent sur la possibilité que le transfert n'ait finalement pas lieu. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'en 2020, il n'a pas eu lieu, donc pourquoi est-ce qu'il aurait lieu en 2026 ? Donc moi, évidemment, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de l'anticipation. Et s'il y avait une évolution du cadre législatif, on se poserait des questions à ce moment-là, bien évidemment. Bien sûr. Et surtout, moi, j'ai échangé sur ce sujet avec le président de la République en direct, lorsqu'il est venu à Savines pour présenter son plan eau, donc on était sur la thématique. J'en ai parlé avec Elisabeth Borne, première ministre, aussi au mois de mai, et les deux m'ont assuré qu'il n'y aurait pas de remise en cause du transfert de la compétence. Donc, a priori, ils le disent, ceux qui gouvernent, on peut partir du principe que ce sera le cas. La seule chose qui pourrait faire en sorte qu'il n'y ait pas de transfert aujourd'hui, c'est s'il y avait un changement de majorité parlementaire, une évolution du gouvernement et de la tendance politique, et si c'était le premier sujet qu'il voulait traiter. Or, pendant la campagne présidentielle de 2022, pas un seul candidat n'a parlé de revenir sur cette compétence. Il faut quand même un moment remettre les choses en place. Et moi, je dis aujourd'hui aux élus qui véhiculent cette rumeur selon laquelle ça pourrait être décalé dans le temps, qu'ils sont irresponsables, parce qu'il y a tout un tas, du coup, d'élus
qui les écoutent, qui espèrent que ça va arriver et qui ne seront pas prêts au 1er janvier 2026. Et si on n'est pas prêt au 1er janvier 2026, ça veut dire qu'on ne sait plus comment apporter de l'eau à nos administrés quand même. Donc moi je veux bien un moment qu'on fasse de la politique. On ne peut pas faire de la politique sur un sujet aussi important que celui-là. Et il faut vraiment avoir en tête tous les éléments. Donc vous avez la parole de ce conseil communautaire que s'il venait à y avoir un retour sur la loi qui n'aura pas lieu, il y a 99,9% de chances qu'il y en ait, alors nous reviendrions aussi sur la décision du transfert. De façon très claire. Ça permet que tout le monde soit bien au clair autour de cette table sur les débats. Oui, monsieur Vulck. Oui, justement, Président. Alors, d'abord, je veux dire que je suis, moi, tout à fait favorable, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, à l'anticipation. Je le trouve tout à fait utile. Et comme l'a dit François, c'est pas seulement pour des raisons électorales, mais c'est aussi se donner le temps de réfléchir et de bien se préparer au transfert de compétences. Alors, vous venez de le dire, Monsieur le Président, il y a 99 chances sur 100 que la législation ne soit pas modifiée. Ceci dit, on ne sait jamais, un accident législatif est vite arrivé. Et donc, comme vous le dites vous-même, je pense que dans la proposition que vous nous faites, il faudrait rajouter ceci. Je vais vous lire ce que je souhaiterais qu'on rajoute. Après le premier paragraphe d'approuver à compter du 1er janvier 25, etc., le transfert, et à la fin de assainissement et eau usée, je propose toutefois, en cas de changement de législation, entre parenthèses, annulation de l'obligation de transfert de compétences, par exemple, avant le 1er janvier 2025, le Conseil communautaire pourra annuler ou modifier sa délibération. Je pense que c'est quand même utile. Mieux vaut prévenir que guérir. On ne sait jamais. Voilà, donc je soumets cette proposition à votre sagacité. Sagacité, je ne sais pas, mais vous aviez ma parole puisque je viens de le dire et ça a été enregistré. Si la parole ne suffit pas, et je pense en effet que dans cette société aujourd'hui, il faut que les écrits puissent perdurer, je propose en effet que nous rajoutions, parce que de toute manière, c'est comme ça que ça se passera. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que ceux qui vous disent que ça n'aura pas lieu, soit ils ont une boule de cristal qui est très aiguisée, soit ils ont des contacts que je n'ai pas en haut lieu, mais à ce stade, je peux vous garantir qu'on va y aller. Donc moi, j'ai absolument aucun problème, monsieur le directeur, vous rajoutez cette mention qui me paraît très pertinente, et in fine, s'il venait à y avoir un renversement stratosphérique, on pourrait rebondir ce qu'on aurait fait même sans cette mention, mais comme ça, les choses sont claires. Ça vous va, monsieur le conseiller communautaire ? Non, je trouve que c'est très pertinent. Monsieur le Président, je suis d'accord avec vous pour le principe de réalité, mais justement, le principe de réalité, c'est qu'il y a quand même 2 projets de loi en cours pour assouplir cette obligation de transfert de compétences en 2026. La première, elle vient du sénateur Roux, elle a été validée à la majorité au Sénat, et le premier amendement est passé à l'Assemblée au mois de juin, le 8 juin, et seulement avec la niche parlementaire et la fin des débats à minuit, ça n'a pas été possible de finaliser cette loi. Donc si cette loi revient, et il y a toutes les chances qu'elle revienne, il y a toutes les chances aussi qu'elle passe. Ceci dit, il y a un deuxième projet de loi qui est de M. Bazin, qui est député de Républicain, qui propose aussi un assouplissement de ces mesures. Et donc ces 2 projets de loi, et c'est quand même, ça crée une forte probabilité qu'il y a des choses qui bougent. Et quant à... Pardon. Non, je vois Philippe Vulck qui a été parlementaire, qui va pouvoir rebondir sur ce sujet à mon avis et de façon intéressante, mais je vous laisse finir votre propos avant, évidemment. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne le transfert de compétences. En ce qui concerne la délégation, enfin... Alors ça, on n'y est pas encore, hein. Oh, pardon. C'est le rapport d'après, ça, hein. Je vous en prie. Et pour finir sur le transfert de compétences, juste dire que nous, comme élus, on se sent compétents. C'est des compétences qui sont partagées depuis longtemps par les élus des petites communes. Ça n'a pas été fragilisé par les changements électoraux au fur et à mesure. Et je pense qu'il y a d'autres voies pour mettre ça, pour mutualiser, parce que il faut pas croire que les communes, le point de vue des communes qui sont réfractaires à ce transfert des compétences, c'est simplement le fait de vouloir garder son eau pour soi. C'est pas du tout ça. On est tout à fait d'accord avec une mutualisation, mais réfléchie, discutée et organisée, et pas sous la pression. Alors, d'abord, je ne vous laisserai pas dire qu'il y a eu une forme de pression quelconque. Il n'y en a jamais eu. Et quand on dit quelque chose, monsieur, il faut faire attention parce qu'il faut le démontrer derrière. Sinon, ça s'appelle un mensonge. Donc, j'aimerais bien savoir, et je vous demande de m'expliquer, qui a fait pression ? Qui a fait pression ? Vous parlez de pression, pas sous la pression. Qui a fait pression ? Je vous écoute. Parce que j'ai dit sous la pression. Ben oui, on a la pression de cette... Pression de qui ? La pression de... Bon,
mais c'est intéressant. Alors, bon, si vous voulez, je peux développer. Oui, je vous en prie. Moi, j'ai pas participé à tous les débats, je les ai pris un peu en cours. J'ai été élu il y a 6 mois, mais j'ai l'impression quand même que le rapport le boulot du bureau d'études, il est bien fait, mais il est quand même il est nettement fléché dans le sens d'une gestion DSP, et je pense que c'est un truc qui tourne en rond, quoi. Mais qu'est-ce que vous sous-entendez? Ça veut dire que ce bureau d'études indépendant chercherait à nous faire aller dans une direction et pas l'autre? Qu'est-ce qu'il y aurait derrière? Alors racontez-moi. Je pense qu'il y a des insuffisances dans cette étude. Je la trouve très bien faite, elle est bien construite, c'est sûr, mais il y a des insuffisances, c'est pas assez étudié, l'option de... Bon, là, on est déjà en train de parler de la gestion. Hein. Mais comme vous avez eu des propos, je préfère que les choses soient claires. Vous savez, dans un débat comme ça, il faut faire attention à ce qu'on raconte. Ah ouais. Donc je retiens que le rapport est complet, mais insuffisant. Oui, moi c'est ça que je dis. D'accord, bon. Monsieur Vull, je vous laisse rebondir sur l'aspect parlementaire. Ensuite, je réagirai aussi sur ce que vous évoquez sur les propositions de loi. Et ensuite, je te laisse la parole pour le caractère pression et non démocratique de l'organisation qui remet en cause clairement ton travail. Je vous en prie, monsieur Vull. Rapidement, monsieur le Président, on est assez favorable à ce que propose le sénateur Roux. C'est pas le sujet. Une précision. D'abord, c'est pas un projet de loi, c'est une proposition de loi qui vient des parlementaires. Les projets, ce sont le gouvernement qui les dépose, premièrement. Deuxièmement, elle ne peut éventuellement aboutir que dans le cadre d'une niche parlementaire. Et on sait que les niches parlementaires, dans 98% des cas, n'aboutissent pas. Et donc, je confirme ce que dit le Président. Il y a 99 chances sur 100 pour qu'il n'y ait pas de modification législative. Même si, comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir des accidents de parcours. Hein. Donc, je pense que le sujet est clos et que ce n'est pas la priorité du gouvernement. Et ça ne sera pas la priorité de quelques majorités parlementaires ou d'un autre gouvernement sur ce sujet. Il y a d'autres priorités à traiter. Donc, je pense que, malheureusement, parce que, comme le disait le Président tout à l'heure, on n'a rien demandé. Nous n'avons rien demandé sur le sujet. Et on se serait bien passé de cette nouvelle compétence, transfert de compétences des mairies à la Comcom. Voilà. Et donc, je pense que malheureusement, on y va droit au 1er janvier 2026. Et j'ajouterais pour compléter, merci pour cette précision entre les propositions de loi et les PPL, en effet, ou le projet ou PPL. Là, en l'occurrence, en plus, les deux élus que vous citez sont deux élus d'opposition. Un d'opposition au sein de l'Assemblée LR et un d'opposition, les radicales socialistes, au Sénat. Donc, de par ce que vous avez expliqué, monsieur Vulk, de par ce que j'ai pu vous dire des échanges que j'ai pu avoir avec le gouvernement, encore une fois, sur ce sujet, et de par la typologie d'élus qui proposent ces lois, encore une fois, elles ne seront pas votées. Voilà. Donc il faut faire attention à ce qu'on raconte, encore une fois. C'est pas parce qu'il y a une PPL qui est déposée que la loi va être votée et que ça va avoir un effet derrière. Vraiment. Mais j'attire votre attention. Je ne dis pas que vous le faites avec la volonté de nuire. Je vous éclaire juste sur le fonctionnement. Et Philippe Vulk a été député 2 fois. 3 fois. C'est quand même un peu comment ça se passe à l'Assemblée nationale, je pense. Et on ne peut pas le soupçonner d'être un supporter invétéré de David Géant. Je crois que tous ceux qui sont autour de cette table nous ont vus déjà nous dire les choses très franchement. Bon, donc je pense que maintenant, il faut aussi appliquer le principe de réalité. Encore une fois, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Moi, idéologiquement, je suis contre le transfert et je n'ai pas d'avis sur le mode de gestion. Moi, je me base sur le travail qui a été fait. Je rebondis du coup, François, pour que tu expliques justement la manière dont ça a été fait et le temps qu'on a pris pour le faire. Parce qu'on croirait que ça a été fait comme ça sur un coin de table avec des pressions. Mais il n'y a eu ni pression ni coin de table. Bon, alors, 2 observations, et du coup, on entame aussi la discussion sur le mode de gestion et la méthode. Du coup, je vous propose de faire un par un. Alors, d'accord. On fait ça, et ensuite, on passe au mode de gestion. Donc, je passerai à la méthode après. Donc, simplement, 2 observations sur ce qui vient d'être dit. On reconnaît tous que la probabilité... Alors, David a dit 99,9%. Philippe, tu viens de dire 99% de probabilité, et non pas de chance ou de risque, que ça ne passe pas. Donc, ça veut dire que, allez, on va se mettre d'accord, il y a 1% de probabilité que ça arrive. Ce que Philippe appelle l'accident parlementaire. Très bien. Et alors, s'il n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? On reste la bouche ouverte? On fait rien, on attend. On attend qu'il y ait cet accident parlementaire. Eh bien non, parce que mettre en place un service communautaire digne de ce nom, qui réponde aux exigences de la population, ça ne va pas se faire en une matinée. Donc on a décidé en responsabilité de prendre les dispositions nécessaires pour se préparer à une éventualité qui a de très très fortes chances d'arriver.
Et alors, je ne peux pas laisser dire que le travail du bureau d'études, en l'occurrence Cogite, est plus ou moins orienté et à des manques, etc., qui laisserait supposer que tout ça, c'est un peu une falsification. Vous n'avez pas le droit de dire ça, monsieur. Ce bureau d'études a fait un travail excellent. Il a été piloté par un groupe de travail qui rassemblait l'ensemble des représentants des communes, dont la vôtre. Alors moi, j'y peux rien si vous n'êtes pas venus. Il y avait dans ce comité de pilotage qui a été mis en place pour ce faire un représentant ou 2 représentants par commune, c'est-à-dire de manière très égale, hein, contrairement à ce conseil communautaire où Fort-Calquier a un poids évidemment beaucoup plus important que les autres communes. Ce n'était pas le cas au comité de pilotage. On a eu des débats francs, des présentations objectives. Que je sache, à aucun moment, personne n'a dit que c'était incomplet. Donc je ne vois pas pourquoi on arrive maintenant au conseil communautaire du 21 septembre pour dire qu'il manque des choses, que c'est plus ou moins orienté, etc. Non, monsieur. Merci pour cette précision. Monsieur Derupti. Bon, je vais aller dans le même sens que le président et que François Prévost, puisqu'on a beaucoup travaillé ensemble sur le sujet de l'eau. Et je tiens personnellement à remercier François et aussi un petit peu Cindy qui est derrière moi. Ça fera 3 fois ce soir. C'est son anniversaire. Son anniversaire. Vous dites il n'y a que 6 mois que je suis élu, je n'ai pas participé à toutes les réunions et vous portez un jugement. Je trouve ça assez vexant pour les gens qui sont élus depuis très longtemps, qui en sont la 3e mandat pour moi, et qui connaissent, je pense, assez correctement les sujets de l'eau. Donc c'est vexant et je suis très vexé de cette remarque. Voilà. Que vous disiez que vous n'êtes pas au courant, que vous ne savez pas parce que vous êtes jeune élu, ce n'est pas un reproche et c'est normal, on a tous été jeunes à un moment donné. Mais que vous disiez que le travail a été mal fait, je m'excuse, mais alors là, vous êtes vraiment, à côté de la plaque. On a tous été jeunes, certains le sont encore. Bon. Ah, ça t'embête, ça. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur ce sujet? Oui. Alors vraiment sur le calendrier, parce qu'ensuite on va relancer le débat sur le mode de gestion. Merci de raccrocher aussi. Donc oui, je ne parle pour l'instant que du transfert. Donc j'ai entendu tout ce qui vient d'être dit. Je ne découvre pas grand-chose dans ce qui vient d'être dit. Tu as très bien dit, David, qu'il y a des tas et des milliers de communes en France qui n'ont pas la même attitude que nous et qui ne se préparent pas à ce transfert et qui n'anticipent pas le transfert. Alors moi, je vais être cohérente avec... J'ai déjà voté par le passé, puisqu'on a déjà voté en fait sur le fait de prendre un bureau d'études pour étudier, d'avancer le transfert. Le transfert, pour moi, c'est se faire harakiri. Alors, tu as beaucoup parlé plusieurs fois ce soir d'ADN. L'eau, c'est quand même l'ADN de Montlot. C'est ce qui a conduit ce qui est Montlot. À Montlot, il y a eu jusqu'à 13 moulins par le passé, donc c'était non seulement son eau, mais son énergie. C'était sa force vitale. Les habitants de Montlot sont extrêmement attachés à leur réseau d'eau. Alors, on a déjà pensé au maillage précédemment, puisqu'on est raccordé effectivement à l'eau du syndicat de Banon. Mais ce transfert, c'est quelque chose qui passe pas, parce qu'on se sent dépossédé de nos choix. Montlot n'a jamais voulu construire. Montlot est resté très petit alors que les communes d'à côté ont triplé leur population pour que cette eau puisse continuer à être utilisée l'été par les agriculteurs, et Montlot a maintenu 14 exploitations agricoles. Donc c'est vrai que ce transfert, il passe pas. Alors peut-être qu'on y sera obligé, certainement on y sera obligé. Moi je n'ai jamais dit le contraire. C'est vrai que notre sénateur a déposé ce texte-là, mais en tout cas, parce que je fais partie aussi de l'association des maires ruraux et que je suis en contact avec des maires dans toute la France, il y a quand même beaucoup d'autres communes et de communautés de communes, donc, à commencer par celle de nos voisins, de Man, qui n'ont pas la même démarche que nous. Donc, peut-être que vous avez raison, mais moi, je continuerai à être contre cette anticipation. Bon, juste là-dessus, moi je respecte le choix de tout le monde, encore une fois, il n'y a pas de difficulté là-dessus, j'ai pas de problème, on peut croire que la Terre est plate, on peut croire que les choses vont arriver, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on veut. Bon. Quand même, dans tes propos, on sous-entendrait qu'on va couper l'eau à Montlot. Montlot, il y a toujours eu de l'eau. Bah oui, très bien. Personne n'a prévu, pardon, je parle sous ton contrôle, c'est toi qui as géré, de couper l'eau à Montlot. Tu pourrais pas. En fait, on avait prévu de couper l'eau à Montlot. Vous ne pourriez pas, à Montlot, l'eau, elle sort de terre. Eh ben donc, raison de plus pour ne pas s'inquiéter. Il y aura toujours de l'eau à Montlot. Ce qu'on explique là, encore une fois, c'est que la loi nous impose ce transfert, Camille. J'ai tout compris, je pense. Donc, oui, mais tu as répété. Donc, on avait expliqué, on avait répondu, tu as répété. Donc, c'est important de répéter, je pense, pour que tout le monde soit bien au fait. La loi, c'est la loi.
Donc qu'est-ce que tu proposes? Qu'on ne respecte pas la loi? Moi, ça m'intéresse de savoir, mais vraiment, parce qu'à un moment, c'est facile de dire... Pas autour de cette table, je vais dire qu'on ne va pas respecter la loi, puisque sinon, je ne viendrai pas voter. Ce que je dis et ce que je redis, c'est que on peut toujours, enfin moi en tout cas, je peux toujours garder l'espoir, et quand je vois des tas de collègues et des tas de collectivités qui ne se préparent pas, je pense qu'à un moment, le législateur, ça va être compliqué quand même aussi pour lui de voir jusqu'où on va. Après, tu disais, si on ne se prépare pas au transfert, au 1er janvier 2026, on n'aura plus d'eau au robinet. Ben, bien sûr que oui, on aura Je n'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Je pense que là, pardon, hein, quelqu'un a entendu ça, mais... Parce que même si on n'est pas tout à fait prêt au transfert, je pense que nos services de l'eau fonctionnent tous bien et continueront à fonctionner tous bien. Je le souhaite. Mon collègue disait que ça fonctionne beaucoup sur les élus, ce qui est vrai. On a une connaissance de nos réseaux qui est bonne, voire excellente. Je pense que c'est comme ça dans beaucoup de communes, et je ne suis pas inquiète sur la pérennité du service rendu à la population. Après, c'est vrai que le transfert en lui-même, et vous y êtes absolument pour rien, c'est la loi, pose beaucoup de problèmes, y compris de problèmes très matériels sur l'arrêt des comptes à la fin d'une année, début, parce que nous on ne relève pas forcément les compteurs d'eau et ainsi de suite. Qui pourra payer et à qui ça va être payé? Bon, des questions il va s'en poser. Là, on parle uniquement du transfert. Je pense que c'est la position de beaucoup d'élus d'être contre, et moi je trouve c'est dommage d'anticiper quelque chose pour lequel on est contre. Moi je suis contre et je n'ai pas envie de l'anticiper. Je trouve que, comme je l'ai dit, c'est se faire harakiri 1 an d'avance. Alors, je vais laisser la parole à Michel, et ensuite je te la relayerai si tu veux, François. Moi, juste pour bien comprendre ce que tu proposes, parce que c'est important. Ce qu'on dit ce soir, c'est qu'on anticipe, parce que ça risque très fortement d'arriver. On va préciser dans la délibération sur proposition de notre conseiller communautaire Vulc de rajouter que si la législation évolue, on reviendra, on sera gravé dans le marbre quand même. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce qu'on fait? Si la loi, si on ne revient pas sur la loi, tu préconises qu'on aille contre la loi? C'est important, je veux dire, tu es maire, Camille. Ça fait 2 fois que tu me demandes si je suis contre la loi. Mais si on ne revient pas, qu'est-ce qu'on fait? T'imagines bien que je suis élu, je ne peux pas te dire que je suis contre la loi. Alors, dans ce cas-là, tu ne peux pas dire qu'on ne va pas appliquer. Je ne suis pas non plus parlementaire, et je n'ai pas non plus la possibilité de changer la loi. Donc la loi, elle s'applique à tout le monde, et elle s'applique à nous, et elle s'appliquera à nous si elle reste comme ça. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que ce soir, la délibération que nous devons voter, là, qui fait quelques lignes, on nous demande d'anticiper le transfert d'1 an. D'accord? Très clairement. Et c'est ce dont je répète encore une fois, je dis que je vais voter contre. Très bien. Mais c'était important d'avoir cet éclairage sur l'application de la loi. Donc tu as dit clairement que si la loi restait telle qu'elle, tu l'appliquerais et tu ferais respecter la loi. Parce que dans les propos d'avant, c'était pas clair. Sinon, je ne serais pas un élu de la République. Très bien, c'est important. Je pense que c'était utile de le préciser. Et que tout le monde l'ait bien en tête autour de cette table. Sinon, les gendarmes vont m'attendre à la sortie si je dis que je ne vais pas respecter la loi. Oh non. Les gendarmes sont sympathiques ici, ils attendent personne à la sortie du conseil. Non, ils sont plutôt frais. Monsieur Dalmasso, ensuite je vous laisserai la parole dans l'ordre. Oui, Président. Donc, je pense que, à l'écoute de ce débat, il ne faut pas se tromper de combat. Là, aujourd'hui, on parle uniquement d'un transfert de compétences conformément à la loi que nous voulons anticiper. Et je vous rappelle qu'anticiper, c'est gérer. Ayez ça en tête. Si on ne gère pas nos réseaux, si on ne gère pas nos finances, si on ne gère pas notre organisation, et qu'on est devant le mur au 1er janvier 2026, je ne vous explique pas la problématique que les prochains élus auront à gérer. Ça, c'est le premier point sur lequel je veux intervenir. Deuxième point, l'anticipation, c'est quoi aussi? Elle n'est pas qu'à notre niveau, elle est aussi, nous, au niveau du département, on réfléchit aussi sur la prochaine programmation. La prochaine programmation tient compte, surtout sur l'eau, qu'on a voulu sortir du contrat. L'eau et l'assainissement sera sorti du contrat de territoire, parce qu'on va travailler sur des appels à projets pour aider les territoires à développer leur réseau, à faire en sorte que les actions soient menées sur les fuites, parce qu'aujourd'hui, on a un vrai problème. L'eau, c'est la problématique de demain. Vous êtes à Montlot, peut-être qu'il y a de l'eau. Montlot, il y a de l'eau. Mais sur les autres communes, combien s'est posé la question de ce qui peut se passer quand il y a la sécheresse que nous avons vécu l'année dernière en juin 2022. Combien d'entre vous s'est posé la question?
Personne. Pourquoi? Parce que quand vous ouvrez, oui. Parce que quand on ouvre le robinet, ça coule. Sauf qu'il n'y avait plus d'eau dans le barrage, plus d'eau dans les réserves. Il a fallu aller chercher de l'eau ailleurs. Pierre Rue, Nurzel sont en train de travailler avec l'URSS sur le Verdon. Ah bah c'est l'Interco qui travaille pour ces 3 communes. Je pense que c'est important de le C'est l'Interco. Tout le Piémont de Lure, Tout le Piémont de Lure, on est dépendant de la place des restaurants. Tout le réseau de Saint-Étienne jusqu'au plateau de Sceaux. Pépin jusqu'à Sceaux. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas une solidarité, s'il n'y a pas une réflexion globale, si on n'anticipe pas, croyez-moi, dans les années à venir et très rapidement, on aura des problèmes d'eau à gérer. Ça, je tiens à vous le dire. Il ne faut pas passer. Le transfert de compétences et l'anticipation n'est pas un sujet pour se faire plaisir. On est vraiment là pour anticiper, pour programmer ce qui va se passer demain. Alors, merci Michel. Dans l'ordre, je vous laisse la parole. Ensuite, Monsieur Vulck, et je te propose de conclure, et comme ça, on passe au vote. On va redébattre. Allez, d'accord, au passage, je suis vice-président. Je voulais juste confirmer que moi non plus, j'ai pas l'intention de ne pas respecter la loi. C'est pareil, je me serais pas laissé élire pour pas respecter la loi. Enfin, mais je suis très content de l'entendre et ça me rassure beaucoup. Et je pense que c'est important de dire les choses, même quand elles sont évidentes. Ça paraît évident si on est là. Quand on explique que la loi nous impose de transférer et qu'on refuse de transférer, c'est quand même aller un peu contre la loi. Pardon, mais naturellement, on peut se poser la question. Monsieur Vulck. Oui, Monsieur le Président. Sur la date, je pense qu'il faut être pragmatique. Imaginons la chose suivante. Quelle que soit la décision qui sera prise, qui semble être la décision majoritaire, la discussion avec les soumissionnaires se passe mal. Et ça coince. On a du mal à avoir ce que l'on veut. Si le transfert se fait au mois de mai 2015, il se fait au mois de mai 2015. La date du 1er janvier 2015... Pardon ? Qu'est-ce que j'ai dit ? 2015. Alors, je me rajeunis. Voilà. Si c'est au mois de mai 2025, c'est au mois de mai 2025. Je pense que la date butoir du 1er janvier est une date incitative pour nous permettre d'avancer et d'être prêts. Mais s'il y a des problèmes qui se posent, ce sera au mois de mai ou au mois de juin 2025, encore une fois, pardon. Donc je pense qu'il faut aussi avoir ça en tête. Absolument. Monsieur Desruptis, juste pour aller toujours dans le même sens et pour remettre une couche, Camille, j'ai l'impression que tu mènes un combat d'arrière-garde. On ne nous demande pas de faire un choix. À l'époque, quand on avait la possibilité de minorité de blocage, j'ai fait partie des maires gaulois qui ont voté pour cette minorité de blocage et c'est pour ça que c'est pas passé, entre autres. Mais j'étais pas le seul puisqu'on avait atteint le quota de cette minorité. À l'heure actuelle, on ne nous demande pas si on veut ou si on veut pas. On nous dit c'est comme ça. Ce que vient d'expliquer Monsieur Vulck très justement, c'est qu'on se laisse du temps. Alors pour la commune de Pierre-Rue en 2022, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai manqué d'eau. J'ai dû faire des demandes à l'ARS pour avoir les autorisations de brancher un potabilisateur sur l'eau d'irrigation. Ça m'a été facturé 26 000 euros, que je n'ai pas encore payé, mais ça m'a été facturé 26 000 euros. Cette année, j'ai eu de la chance, effectivement, on n'a pas manqué d'eau. J'ai demandé à l'ARS de me donner les autorisations qu'ils ne m'ont pas données, parce qu'ils sont très longs à réagir, mais je ne me vois mal en tant que maire un jour dire à ma population, je regrette, je ne peux plus vous donner d'eau. Voilà. Et c'est pour ça que ce principe de mutualisation et de maillage qui existe dans d'autres départements et que Michel a évoqué à juste titre, pour moi c'est une importance capitale. Et cette eau qui va arriver à Lurs, à Nurzel et Pierre-Rue, peut-être qu'un jour elle continuera sur Sigons s'ils en ont besoin, et éventuellement pourquoi pas sur Fort-Calquier. Et puis on jouera sur des robinets, et l'idée de cette mutualisation c'est de pouvoir se dire, quoi qu'il se passe, de toute façon on sera capable, nous en tant qu'élus, de fournir de l'eau à nos habitants, qu'elle vienne de la Durance, qu'elle vienne de je ne sais où, on s'en fout royalement. L'essentiel c'est qu'effectivement on puisse la fournir de bonne qualité et au meilleur prix. Et c'est ce vers quoi nous souhaitons aller. Voilà, donc j'en dirai pas plus, mais bon, il faut quand même revenir un peu dans un contexte réaliste. Et là, je te le redis gentiment, et en toute camaraderie, tu es sur un combat d'arrière-garde, comme peut-être d'ailleurs notre sénateur Jean-Yves Roux, que j'aime d'ailleurs beaucoup. Voilà. Monsieur Derive, avec le micro, s'il vous plaît. Tous les travaux qui ont été menés par François et Signy, ça a été fait collégialement. Moi, j'ai assisté à toutes les réunions. Je veux bien expliquer ce qu'on n'avait pas du tout le même point de vue les uns et les autres. La défense des petites communes, ça a été le combat que tu mènes. Notre eau n'a pas mis de la donnée. Personne n'a mis. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut bien prendre une décision.
Il faut bien faire des choix. Alors, le bureau Cogite a fait des propositions, pas des propositions de possibilités de gestion du réseau. Je veux dire, moi j'ai travaillé pour moi avec une élue de l'opposition de Fourcalquier, et franchement, je me suis régalé. Ça a été quelque chose de constructif. Il y avait eu des gens avec qui j'étais en désaccord, entre autres le délégué de Lardier. Je veux dire, parce qu'on n'a pas la même vision des choses, puisque Lardier est en DSP, avec M. Morel qui est derrière moi aussi. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui s'est passé où on a dit amen à tout. Je veux dire, on a participé, on a développé. Ça, il faut bien que vous en ayez tous conscience, pour ceux qui y ont participé, que partiellement ou malheureusement qui n'ont pas pu le faire. Je veux dire, on a quand même tous dit notre avis. Et à des moments, on n'était vraiment pas du tout en phase. Voilà, ça, je veux bien le souligner, ça n'a pas été quand même qu'une partie de plaisir. Mais en même temps, ça a été constructif quand même. Voilà. Merci. Je te propose de conclure. Oui, et c'est une belle conclusion, ça. Je ne peux que te remercier de cette mise au point. Non, mais loin s'en faut. Mais justement, la controverse, ça aide aussi à avancer. Alors, je voudrais juste rajouter un peu en matière d'information anxiogène. Il m'arrive régulièrement, encore récemment, de donner des conférences sur l'avenir de la gestion de l'eau sur l'ensemble du bassin versant de la Durance et de ses affluents. Récemment encore, enfin il n'y a pas très longtemps, ici à Forcalquier, mais un peu partout. Je pourrais un jour vous amener, d'autres que moi peuvent le faire, les estimations prédictives de ce qui nous attend à l'échelle du bassin versant de la Durance et de ses affluents, du Verdon, etc., à l'horizon 2050. Je pense que je vais comment dire... un peu plomber l'ambiance. Oui. Non, je vais surprendre personne en disant que c'est franchement pas réjouissant. Alors, en disant ça, je dois ajouter tout de suite qu'on a des atouts quand même, par rapport à ce qui peut nous arriver, ce qui risque de nous arriver à l'horizon 2050. Et les atouts qu'on a, quels sont-ils? D'abord, on est adossé au massif alpin. Deuxièmement, on a des infrastructures de stockage et de transport de cette eau, du bassin versant de la Durance et de ses affluents. Et enfin, on a une culture de l'eau. On a une culture de l'eau qui est faite, qui est très ancienne, qui est liée à tout ce qu'ont pu faire nos aïeux, mais qui est faite aussi d'un certain nombre d'instances de régulation qui existent et d'arbitrage en matière de gestion de la pénurie. Ça, ce sont des atouts très importants du modèle ou du système provençal de gestion de l'eau. Donc gardons-le et valorisons ces atouts-là. Alors par rapport à ça, Camille, avec tout le respect que je te dois, quand tu dis il y a des communes qui ne se préparent pas, tant mieux pour elles. Je veux dire, si elles veulent aller dans le mur en klaxonnant, c'est leur problème. Quand tu dis par ailleurs que l'eau, c'est l'ADN de mon lot, excuse-moi, mais c'est l'ADN de l'ensemble de nos territoires. C'est aussi l'ADN de l'URSS, c'est aussi l'ADN de ces 13 communes autour de cette table et de bien plus loin encore. C'est-à-dire que, comme si à Montlot, l'eau avait une valeur qu'elle n'a pas ailleurs. Évidemment, tout le monde est bien d'accord pour dire que l'eau, c'est un bien public, que l'eau, c'est un bien précieux, qu'il faut la préserver, que c'est la vie, etc. Qui ne souscrirait pas à ces slogans? Bon, le problème, c'est pas de remettre en cause ces slogans, c'est de se dire maintenant comment on scoltine la gestion de ce bien précieux pour le service de l'ensemble des habitants. Et j'ajouterai un dernier argument par rapport au refus du transfert. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit sur cette obligation. Michel a rappelé les orientations qui sont données aujourd'hui au niveau du conseil départemental. Je veux vous rappeler ici les engagements qu'a pris l'agence de l'eau, qui financera demain que les projets qui seront intégrés dans une interco. On a signé pour ça un contrat avec l'agence de l'eau, mais c'est bien parce qu'il y a cette perspective du transfert qu'on a pu le faire. Si demain on reste isolé, vous pouvez dire niet des financements de l'agence de l'eau. Et tu sais mieux que personne, Camille, à quel point l'ensemble des financements, enfin l'ensemble des investissements que tu as à faire sur l'eau et l'assainissement sont dépendants des financements de l'agence de l'eau. Donc prenons garde à ça. Moi, c'est un argument que je ne voulais pas avancer parce qu'il est un peu trivial, mais il faut quand même avoir conscience de ça. Merci François. Le débat va continuer parce que je vous rappelle que là, c'est juste sur le calendrier. Pour l'instant, on va le repréciser. Et je préciserai quand même, parce que le reste ne l'était pas. Je te remercie Patricia. Non, je plaisante évidemment. Je crois que c'est quand même important de rappeler aussi qu'on a cette culture de l'eau localement, qu'on a beaucoup de chance de l'avoir et que c'est dû au travail qui a été fait par nos ancêtres. Et j'attire l'attention sur le fait qu'on le doit aux infrastructures qui ont été faites à l'époque, aux grands barrages. Et que tout le monde ait bien en tête que si c'était aujourd'hui, on ne pourrait plus les faire. Parce qu'il y a tellement de contestataires pour tout le temps qui iraient s'accrocher aux arbres
on crèverait la gueule ouverte. Et je pèse mes mots. Et ça, c'est quand même important que tout le monde ici l'entende très bien aussi. C'est bien beau de s'opposer à tout systématiquement, mais ensuite on en paie les conséquences. Voilà, je finirai là-dessus. Qui est contre le transfert anticipé? 2, 3, merci. Qui s'abstient? Le rapport est adopté et je vous en remercie. Nous passons au rapport suivant. Monsieur Prévost, pour conclure cette soirée, je vous propose de présenter les deux. On les votera individuellement, mais de les présenter ensemble, évidemment, parce qu'ils vont ensemble. On a déjà largement abordé le débat concernant ensuite le mode de gestion. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est dit, mais simplement quand même vous rappeler quelle a été la méthode que nous avons adoptée pour arriver aujourd'hui à faire une proposition au Conseil communautaire. Donc le Conseil communautaire a décidé, pour préparer ce transfert de compétences, de se faire épauler par un bureau d'études. Et nous avons donc lancé un appel d'offres, une consultation pour un accompagnement par un bureau d'études spécialisé. On a eu un certain nombre de réponses, dont certaines étaient tout à fait recevables. Et après avoir pesé à la fois les aspects financiers et les aspects techniques, on a retenu le bureau d'études Cogite. Je dois dire ici que, c'était pas gagné d'avance, mais on a fait le bon choix. Ce bureau d'études, et je pense que c'est partagé par tous ceux qui ont suivi le travail, le bureau d'études a répondu exactement à ce qu'on voulait, dans la réactivité, dans la pédagogie, dans les réponses concrètes à toutes les questions, même techniques, les plus pointues qui lui étaient posées. Et Dieu sait si un dossier comme ça, il est complexe. C'est-à-dire, quand j'entends dire qu'il faudra une consultation, etc., de la population, bonjour la consultation, compte tenu de la complexité des problèmes à la fois techniques, juridiques, financiers, voire politiques que ça pose. Donc, du point de vue du bureau d'études, et encore une fois, merci à Cindy et à toute l'équipe technique qui l'a accompagné aussi, pour le travail qui a été fait. Une fois le bureau d'études, ou en même temps, j'ai proposé au président et au conseil communautaire qui l'a approuvé de mettre en place un comité de pilotage, donc où toutes les communes seraient représentées avec un ou deux représentants, sans distinction d'opposition, pas d'opposition. Ce comité de pilotage, où les 13 communes étaient représentées à part égale, il s'est réuni 6 fois. Il s'est réuni 6 fois entre le 1er juillet 2022 et le 31 août 2023. Dont, sur les 6 fois, il y a eu 2 ateliers de travail d'une demi-journée. Le premier était consacré au niveau de service qu'on attendait du futur service communautaire. Et le deuxième était consacré au mode de gestion. Bon, ces ateliers, moi je ne veux pas revenir sur ce qui s'est dit, mais je crois pouvoir dire qu'ils ont été très constructifs, que ça nous a éclairés tous les uns et les autres sur les possibilités qu'on avait, ou qu'on n'avait pas. Et en plus de ces ateliers, donc, on a eu des rencontres individuelles de chacune des communes, 2, parfois 3. Une première rencontre pour collecter l'ensemble des informations relatives aux équipements, aux réseaux, etc. Une deuxième pour présenter l'état des lieux et le diagnostic qui avait été réalisé. Moi, j'ai essayé de suivre la plupart de ces réunions-là, présentation du diagnostic. Et enfin, une réunion, mais spécifique pour les 3 communes qui sont actuellement en délégation de service public, Lardier, Pierrerue et Fort-Calquier, pour présenter en fait l'audit du contrat de délégation de service public. Au terme de la présentation des résultats à chacune des communes, et pour permettre à chaque conseil municipal, selon des modalités qui lui appartenaient, on est allé présenter donc les différentes options à chaque conseil municipal en donnant un temps de réflexion pour que chaque commune puisse se prononcer sur un mode de gestion préférentiel qu'il souhaiterait pour sa commune, mais dans le cadre communautaire, évidemment. Donc, ce temps de réflexion, il s'est étalé entre le printemps de cette année, 2023, et le 1er juillet, au cours duquel, temps de réflexion, au cours duquel on a laissé les communes s'organiser comme elles le voulaient, pour renvoyer par écrit une option préférentielle de la part de ces communes.
De ce point de vue-là, les communes se sont organisées comme elles le voulaient, c'est-à-dire que certaines ont eu des réunions de travail, d'autres ont pu consulter la population, d'autres enfin ont choisi, et ça a été la majorité d'entre elles, ont choisi de délibérer. Ça a été le cas à Lurs, je peux vous donner l'exemple de Lurs. On a eu une réunion de travail à huis clos du conseil municipal et puis une réunion publique du conseil municipal. Globalement, toutes les communes ont adopté un mode de travail à peu près identique. Et elles ont toutes répondu, et là je voudrais remercier en fait l'ensemble des maires et des conseils municipaux, elles ont toutes répondu par écrit à la question qui leur était posée. Quel mode de gestion préférentiel souhaitez-vous à partir du transfert que nous voudrions à partir du 1er janvier 2025, sachant qu'il peut être reculé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sur les 12 réponses que nous avons reçues, alors pourquoi 12 ? Parce que Forcalquier, ayant sa propre démarche et étant elle-même en cours de négociation par rapport au renouvellement de sa délégation de service public, évidemment, Forcalquier n'a pas répondu à ce questionnaire comme les 12 autres communes concernées. Sur les 12 réponses que nous avons reçues, 3 communes, à savoir Liman, Montlot et Revest-Saint-Martin, qui, je le rappelle, représentent 7% de la population totale de la communauté de communes, ont répondu en précisant que leur choix était le choix d'une régie communautaire à partir du transfert. Les 9 autres communes, à savoir toutes les autres, ont répondu à peu près dans les mêmes termes, que je vais résumer ici, mais que je vous lirai précisément, à savoir, nous, communes de... Je vais prendre l'exemple de Lurs. Nous, commune de Lurs, ce que nous souhaiterions voir mettre en place, c'est une régie communautaire. C'est clairement la position affichée. Mais compte tenu à la fois des éléments techniques et financiers qui nous ont été apportés par le bureau d'études et le comité de pilotage, compte tenu des difficultés qui sont devant nous pour constituer d'ici le 1er janvier 2025 un service de l'eau digne de ce nom, capable de répondre à l'ensemble des exigences de nos administrés. Compte tenu de tous ces éléments-là, nous pensons que nous n'avons pas le choix d'ici le 1er janvier, nous n'avons pas la possibilité d'ici le 1er janvier 2025, en particulier d'effectuer les recrutements nécessaires. Et donc, nous optons pour que, à partir du 1er janvier 2025, la communauté de communes démarre avec une délégation de service public de courte durée, avec une échéance précisée à 2030, de manière à mettre à profit les 5 années de cette délégation de service public pour préparer une future régie communautaire. Et le 2030 n'étant pas choisi au hasard, il correspond à l'une des 2 options qui a été demandée par Forcalquier dans le cadre de l'appel d'offres qui a été lancé pour le renouvellement de sa délégation de service public, à la période la plus courte sur lesquels les mandataires sont censés répondre. Donc voilà, en gros, la façon dont les 9 communes ont répondu, à quelques mots près, à l'exception de Lardier qui a dit « Moi, de toute façon, je ne veux que la délégation de service public et pas autre chose. » Et cette position, Robert, elle est très claire depuis le départ. Voilà. Absolument. Bon. Et donc, le scénario... Compte tenu de tout ça, le scénario préférentiel qui aujourd'hui est largement majoritaire, c'est un scénario consistant à dire on met en place une gestion, alors je vais vous lire précisément parce que chaque mot pèse, une gestion de l'eau et de l'assainissement en délégation de services publics de l'ensemble des communes au 1er janvier 2025 pour une durée de 5 ans afin de permettre un possible passage en régie au 1er janvier 2030. Je termine en disant que, évidemment, si cette option est adoptée ce soir, d'une part, elle est révocable, parce que les réflexions vont se poursuivre. Et d'autre part, nous allons communiquer, je parle sous ton contrôle David, nous allons communiquer là-dessus, d'une part en expliquant tout ça en long, en large et en travers à l'ensemble de nos administrés sous la forme
d'une feuille de chou qui sera distribuée à l'ensemble de la population, donc selon des modalités à définir, mais en gros d'ici le mois de novembre, c'est ça David? Et puis nous irons en début d'année 2024, probablement après la période des vœux, réexpliquer tout ça devant les communes, dans chaque commune, devant l'ensemble de la population, dans des réunions communales un peu du même type que celles que vous avez organisées pour la modification du mode de collecte des ordures ménagères. Voilà en ce qui concerne la communication. Et j'en ai terminé sur la présentation de cette méthode. Merci François, et je complète avec la position de Forcalquier quand même, parce que du coup il n'a pas été question de Forcalquier évidemment, parce qu'on est en dehors de ce débat, pour dire que nous avons souhaité donner toutes ces chances à une logique intercommunale. C'était vraiment la volonté que nous avions lorsque nous avons lancé cette délégation de service public avec 2 durées, 6 ans et 12 ans. Aujourd'hui, nous avons sur la table des offres qui sont plus avantageuses sur 12 ans que sur 6 ans. C'est logique puisque la durée de délégation est plus importante. Mais je proposerai au conseil municipal de faire le choix de 6 ans parce que l'ensemble des autres communes, à quelques-unes près, ont fait le choix de la logique intercommunale et le choix du principe de réalité plutôt que de l'idéologie. Et pour que nous fassions notre part aussi Forcalquier Ville-Centre, on va faire en sorte de proposer au vote que ce soit 6 ans de délégation de service public, de sorte à pouvoir s'aligner sur la proposition qui est faite et qu'on puisse se poser la question avec le temps d'une véritable logique intercommunale in fine entre la prolongation d'une délégation de service public ou la création d'une régie. Donc de façon très claire, mais avec le temps de pouvoir le faire et donc en rendant la volonté de certains réaliste. Parce qu'aujourd'hui, je le répète, c'est le choix du principe de réalité qui est fait versus l'idéologie, la théorie, les principes. Là, c'est le choix, le seul en réalité qu'on peut mettre en œuvre. Monsieur, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président, sur ce choix, j'ai deux remarques à faire. D'abord, moi, je n'aime pas déléguer mes responsabilités d'élu. Certes, la délégation de service public existe, c'est un outil qui peut être utile, mais lorsqu'il y a des alternatives, je pense qu'il faut les explorer et les utiliser un maximum. Je pense que sur ce sujet, rester maître de la gestion d'une ressource comme l'eau est essentiel. Comme l'a dit très justement François tout à l'heure, le cabinet nous a été d'une très grande utilité et a pesé le pour et le contre. Et donc le pour et le contre, c'était pas, il n'y avait pas une option qui ressortait d'une autre. Il y avait certes des avantages et des inconvénients dans les deux possibilités. Sur la régie, on nous dit évidemment, à partir du moment où Forcalquier était en délégation de service public, il y avait la moitié de la population quasiment qui avait le choix entre une régie avec la gestion de Forcalquier. Le cabinet nous a montré que c'était possible, c'était faisable. Avec certes un certain nombre de difficultés, tu l'as évoqué François, de recrutement, de personnel, etc. Mais c'était jouable. Sur la délégation de service public, il y a les avantages et les inconvénients. Bon, simplement, délégation de service public, ça veut dire délégation au privé, et avec, si on arrive à bien négocier, des certitudes qui n'en sont pas vraiment. Et donc, là, forte interrogation. Alors après, ce sont les communes qui ont décidé. Qui ont décidé, et ce qu'elles ont décidé peut paraître logique, mais je pense que le cabinet nous a montré que la régie était possible, faisable. Difficile, mais faisable. Et donc, moi, je considère que c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas saisi cette possibilité. Deuxième remarque. Il y a une sensibilité particulière des citoyens sur le sujet. L'eau va devenir une denrée rare, et je pense qu'un certain nombre de citoyens ne vont pas comprendre que les élus délèguent au privé la gestion de l'eau. Alors après, on peut leur dire que c'est intéressant parce que, en termes de responsabilité, en termes de gestion, évidemment, ils sont responsables, etc. Sauf qu'il y a un certain nombre de questions qui vont se poser. Quid du prix? Quid de l'efficacité du service rendu? Ce sont des questions que vous avez évoquées, Monsieur le Président, qui sont fondamentales, qui ont guidé la réflexion. Or, le citoyen, il va se dire, ouais, délégation de service public, privé. Privé, ça veut dire, quelque part, une rentabilité pour le gestionnaire. Il va falloir qu'il se paie, le gestionnaire.
Et ça va avoir un impact sur le prix de l'eau, forcément. Et donc, moi, je suis, depuis le début, j'avais pas d'a priori. Et lorsque le cabinet nous a montré les avantages et inconvénients, à partir du moment où la régie était jouable, je pensais qu'on pouvait, on pouvait y aller. D'autant plus qu'un certain nombre de communes, au début, dans la réunion de travail qui a été mis en place par François, qui a vraiment très très bien géré l'affaire, au début, beaucoup de communes étaient favorables à la régie, comme l'a rappelé François. Favorables à la régie, en disant, oui, c'est quand même mieux que ce soit les élus qui gèrent eux-mêmes la gestion de l'eau. Hein. Et donc, voilà, ça fait office aussi d'explication de vote. Moi, je suis favorable à la régie et je voterai contre ce choix de la délégation de service public. Merci pour cet exposé très clair, comme de toutes vos interventions depuis le début de cette soirée, Monsieur Vulck. Quelques éléments d'information et je passerai la main à François. D'abord, vous dites on n'a pas exploré les alternatives. Enfin, plus que ça devient de la spéléo, quoi. On lui achète une petite lampe de tête, un truc, et il descend dans les souterrains. Enfin, je ne vais pas reciter toutes les commissions, les présentations, le cabinet d'études qui est devenu devant chaque conseil municipal, qui a exploré toutes les pistes, on a tous les éléments dans ce dossier. Enfin, je ne peux pas laisser dire que ça n'a pas été exploré, ça l'a été. Ensuite, rester maître de la ressource. Faire une délégation, ça ne veut pas dire ne pas rester maître. Ça dépend de comment est ficelée la délégation. Et en l'occurrence, Fort-Calquier, on est en délégation, et on est tout à fait maître de notre ressource. Et d'ailleurs, j'attirerai votre attention sur la question du prix qui figure là-dedans. Fort-Calquier est parmi les communes les moins chères et avec le meilleur taux de rendement. Parce que c'est bien joli de nous expliquer qu'on gère en régie, mais si c'est pour avoir 50 ou 60% de pertes dans les réseaux tous les jours, moi j'ai les statistiques de toutes vos communes, hein. On peut en discuter un petit peu aussi de la régie. À Montlouis, il y a 60% de rendement. On perd 40% de la flotte injectée dans les réseaux tous les jours. Ça fait 2,4 mètres cubes par kilomètre de canalisation. C'est énorme. C'est énorme. Voilà. Non, mais je vais au bout de mon raisonnement. Bon, à un moment, on ne peut pas dire tout est beau avec la régie, tout n'est pas beau avec la DSP, c'est le privé qui vient se gaver. On ne peut pas entendre ce discours, c'est trop binaire. Ça peut pas. Venant de vous, en plus, je ne peux pas le croire. Bon, justement, si ce n'est pas ce que vous avez dit, justement, moi je le précise, la question du coût, la question de la maîtrise, elle n'est pas liée au mode de gestion, elle est liée à la manière dont on le fait. Et ça, c'est important de le dire. Bon. Ensuite, privé-public. Moi, objectivement, à titre personnel, j'ai aucune préférence. Vous me dites, moi, instinctivement, je suis plutôt pour la régie, très bien, je respecte ce choix. C'est le cas d'autres gens. Moi, je suis pour la qualité et le coût. C'est-à-dire que si on m'avait démontré par A plus B que c'était possible et que la régie était plus performante, on aurait proposé une régie. Tout simplement. Tout simplement. Et c'est très simple, je veux dire. Après, sur le point de la sensibilité à l'eau. Oui, nos concitoyens sont très sensibles à la question de l'eau. Ils ne sont pas du tout sensibles à la question du mode de gestion. Moi, ça fait 3 ans qu'on me promet que ça va être un sujet explosif, que tout le monde va venir m'en parler. J'ai des permanences du maire, j'ai vu 700 personnes, il n'y en a pas un qui m'a parlé du mode de gestion. Pas un. Alors, je veux bien un moment. La démocratie représentative, qui c'est? C'est celui qui crie plus fort que les autres ou c'est le peuple? C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec ce que fait une collectivité qu'on est le représentant du peuple. Le représentant du peuple, c'est les gens qui ont été élus pour faire le job et qui voient des administrés du matin au soir. 700 personnes, 0 qui m'a parlé de la question de la gestion. Donc il faut quand même relativiser les choses. Que l'eau soit une ressource absolument vitale, personne ne peut le remettre en cause, qu'il doit y avoir un travail de qualité mené sur l'approvisionnement, sur la gestion, sur l'état des réseaux, évidemment, et d'ailleurs, tu l'as rappelé tout à l'heure François, personne n'a jamais fait autant pour ça, puisqu'aujourd'hui on va se porter candidat pour accueillir l'eau du Verdon pour alimenter les 3 communes. On commence déjà à discuter en Conseil des maires de mailler l'ensemble des 13 communes pour être sûr que ceux qui vivent avec des sources aujourd'hui, demain quand elles se tariront, puissent avoir de l'eau potable. Donc il y a une vraie logique de réflexion. Mais sur la ressource, faut pas se tromper. C'est pas le mode de gestion le problème, c'est la ressource. Et là c'est vrai. Et ensuite, arrêtons d'opposer le public et le privé. Il y a plein de choses que le privé fait mieux que le public. Il y a plein de choses que le public fait mieux que le privé. Je crois qu'à un moment, il faut avoir une lecture un peu éclairée du sujet. Si un privé prend une marge sur un service, c'est peut-être aussi parce qu'il est plus efficient que le public. Et ça existe quand même. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc à un moment donné, moi, si quelqu'un est 15 ou 20% plus performant que moi et prend 5% de marge au passage, ça ne me pose pas de problème. Ça veut dire que j'ai quand même fait une économie. Donc à un moment, il faut quand même remettre les choses en place. Et je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit, Monsieur Vulck, encore une fois, mais c'est important de le dire pour ne pas laisser penser, justement, ou se développer cette idée dans les esprits. Aujourd'hui, on donnerait notre ressource en eau sans en avoir rien à faire à un délégataire. C'est pas vrai. Voilà, je le dis pour tout le monde. François. Oui, je veux juste, Philippe, rajouter deux choses, enfin 2 arguments aux 2 points que tu as évoqués.
Quand tu dis les conclusions du bureau d'études, elles laissaient penser que les deux options étaient possibles. Oui, tu oublies simplement de dire une chose, c'est qu'à condition qu'il y ait une masse critique suffisante. Et tu sais comme moi, pour avoir suivi l'ensemble des débats du comité de pilotage, que cette masse critique, on peut le regretter, peu importe, mais elle n'est pas atteinte. Elle n'est pas atteinte, d'accord ? Et donc, effectivement, il y a des communes qui pèsent plus que d'autres, mais ça, il faut bien se rendre à cette évidence. Si cette masse critique n'est pas atteinte, on fait comment pour qu'une régie communautaire puisse rendre le service qu'on attend d'elle, et puis de manière satisfaisante sur le plan des prix. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tu évoques, allez, je vais caricaturer parce que je sais que tu es trop intelligent pour le penser comme ça, sur les délégataires qui vont se gaver ou qui vont gaver leurs actionnaires sur l'eau. Non, mais je sais que tu n'as pas dit ça. Je sais que, bon, mais beaucoup de gens le pensent, et tu laisses entendre qu'il va y avoir un prix différent. Je te ramène, là encore, aux conclusions du bureau d'études. Tu te souviens, comme moi, que, en fait, entre les deux options, l'option délégation de service public, certes sur une hypothèse, effectivement, de négociation qui sera à faire, mais est légèrement moins chère que la régie communautaire. Tu t'en souviens de ça? Bon. Et je termine sur la délégation de service public. J'ajoute que je ne suis pas ici pour défendre la délégation de service public sur le plan idéologique, et encore moins, j'ai entendu dire que j'étais un agent de la SOR. Alors, c'est pas mal, pour ceux qui me connaissent. Bon, mais voilà. Mais on peut raconter tout et n'importe quoi. Un affidé de David Géant. Oui, c'est ça. Oui, je sers la soupe à David Géant. Est-ce que j'ai une tête de complaisant qui sert la soupe à David Géant? Regardez-moi bien. Je ne mangerai pas souvent si c'était le cas, en tout cas. Voilà. Non, mais plus sérieusement, quand tu dis ça va nous échapper parce que ça sera en délégation de service public. Mais attends. Si on fait évidemment, si on ne s'en donne pas les moyens, si on passe un mauvais contrat de délégation, si on ne le suit pas, et ça suppose effectivement qu'on fasse des recrutements nécessaires pour le faire, évidemment, à ce moment-là, on passe la main et on démissionne. Mais c'est pas ça le projet quand même. Le projet, c'est de négocier, comme on est en train de le faire à Forcalquier aujourd'hui, aux meilleures conditions, et ensuite de suivre ce contrat de délégation. Mais aujourd'hui, dans les travaux que tu délègues à des entreprises privées pour entretenir ta station de pompage ou ta station d'épuration, c'est exactement le même problème. Si tu laisses faire l'entreprise privée, elle fait ce qu'elle veut et elle se gave. Il faut se méfier de l'histoire régie, des SP. Il y a beaucoup de régies déguisées où en fait c'est que des marchés à bon de commande et c'est toujours une entreprise privée qui intervient. Donc le sujet est le même en réalité. Monsieur Patricia Paul voulait intervenir, ensuite je laisse la parole à Didier Desrupti. Ouais, non, je voulais juste intervenir sur le fait que déjà on est servi à un eau par le privé. Je veux dire, le plateau d'Albion, c'est le privé, c'est la SEM qui nous vend de l'eau. Et deuxièmement, aujourd'hui, l'administré, qu'est-ce qu'il veut? Honnêtement, il veut avoir de l'eau au meilleur tarif. Donc, si on regarde les tarifs de toute la communauté de communes, mon lot, pourquoi tu fais pas l'eau gratuitement? Puisque tu t'alimentes tu es alimenté par tes propres sources. Et quand je regarde les tableaux, tu fais partie quand même des gens où l'eau est très élevée sur ta commune. Didier, je t'en prie. Oui, juste pour revenir sur le dernier copil et sur le tableau qui nous a été proposé et présenté par rapport à nos choix. Donc dans ce tableau initialement, on parlait de choix préférentiels, donc la plupart des communes souhaitaient aller vers une régie. Il était marqué à moyen ou à long terme de mémoire sur ce tableau. J'ai rectifié, j'ai dit que moyen-long terme, quand on parlait un banquier, moyen-long terme, c'est 5, 10, 15 ans. Et j'ai fait rectifier et Didier Morel est intervenu et c'est lui qui a fait la proposition du choix d'une date et je l'en remercie parce que du coup ça veut dire qu'effectivement on n'est plus dans une date hypothétique mais on a fixé une échéance pour se préparer pour éventuellement changer. Voilà, donc ça c'est important et le choix que va faire Forcalquier et que va essayer d'insuffler son président, et je suis persuadé qu'il arrivera, de faire une délégation de courte durée, ça va permettre effectivement qu'au bout de ces quelques années, on aura travaillé et on pourra changer. Je vous rappelle quand même, pour ceux qui l'ont oublié, il y a beaucoup de
collectivités qui sont en délégation de services publics, en régie, et qui ont des problèmes de personnel, puisqu'il y a une fuite en avant. Une petite collectivité ne peut pas proposer les mêmes avantages à ses salariés qu'un grand groupe industriel. Hein, ça, c'est clair, c'est comme ça, c'est indéniable, j'ai rien inventé, c'est la réalité. Donc ce problème du personnel, si on avait décidé de partir en régie, était problématique. Le fait de partir par une DSP de courte durée nous permettra au bout des 5 ans de récupérer, s'il le souhaite, ce personnel qui nous aurait été mis à profit. Donc on aura du personnel qui connaîtra, s'il le souhaite, qui connaîtra notre territoire et qui sera à ce moment-là apte à basculer chez nous. Voilà. Donc c'était à préciser. Je rappelle pour terminer que déléguer n'empêche pas de contrôler. Déléguer, c'est contrôler. C'est vraiment une nuance importante. Et j'en parle puisque je suis en conflit avec la Société des eaux de Marseille. Et je peux vous dire qu'il contrôle. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, monsieur. Alors, Camille Feller voulait intervenir, ensuite je vous laisse la parole, monsieur Vulcain. Alors, puisqu'on m'a interpellé plusieurs fois, je vais d'abord répondre. David, oui. Tu t'es basé sur une année où peut-être nous avons 60% de rendement. L'année précédente, nous n'avons pas eu les aides de l'Agence de l'eau parce que notre rendement était supérieur à 80%. On est un tout petit réseau, tu le sais, 10 km, 90 abonnés. Il suffit qu'il y ait une grosse fuite quelque part où forcément ton rendement varie beaucoup. Et pour répondre à Patricia, même si je trouvais son intervention fort étonnante, tu faisais remarquer, les gens n'ont pas entendu, qu'effectivement sur l'assainissement, nous sommes plus chers que la plupart des communes. Ce qui nous semble tout à fait normal parce qu'on essaye de gérer notre réseau depuis des années de façon équilibrée. L'eau devant payer l'eau, l'assainissement devant payer l'assainissement. Et on est très peu sur la station d'épuration, enfin il n'y a que 40 abonnés. Donc forcément, une station d'épuration pour 40 abonnés, sachant qu'on devait la changer, on a augmenté le prix, et certains dans la salle me le reprocheront assez, pour pouvoir provisionner, pour pouvoir faire des travaux. Mais tout ça peut s'expliquer. Et quand tu disais, alors à Montlo, vous devriez distribuer l'eau gratuitement, ça fait depuis 1958 uniquement qu'il y a l'eau potable au robinet, mais c'est pas l'eau du puits. Effectivement, quand l'eau était au puits ou l'eau était au lavoir, elle était gratuite. Mais depuis, on entretient des réseaux, on salarie du personnel, on entretient régulièrement la station, enfin on essaye de faire les choses au mieux, on est devenu propriétaire du périmètre à source, et ainsi de suite. Donc moi, j'ai pas honte, et je l'ai expliqué en réunion publique. Effectivement, je leur ai même dit, si ça se passe comme c'est prévu, votre prix d'assainissement va diminuer, vous pourrez m'en vouloir. Mais ce prix élevé correspond au prix du service. Et normalement, c'est un service marchand, donc on devrait tous avoir des réseaux en bon état d'entretien, avoir fait les investissements, et nous, il y a plusieurs élus et des adjoints dans ça. Année après année, on y est dessus, et on a fait tout en sorte que tout ça se passe bien, et ça se passe bien, on a la gestion, tout ce que vous voulez. Donc je ne comprends pas d'être apostrophé parce que mon prix est trop élevé. On devrait au contraire me remercier, parce que ça va aider la Comcom. Nous, on n'est pas endettés pour l'instant. Voilà. Juste là-dessus, si tu me permets, donc in fine, ça démontre que la régie n'est pas moins chère. Ni en termes de qualité, ni en termes de prix de l'eau, ce que tu dis. Parce que tu as entretenu ton réseau, donc il est de qualité aujourd'hui très bien, sauf que ton prix de l'eau, il est plus cher qu'à Fort-Calquier, qui a un niveau de rendement qui est meilleur. On parle pas de l'eau, de l'assainissement. Oui, assainissement, c'est pareil. Ça n'a rien de dissocier, c'est le même sujet. Donc ça démontre bien que la régie, c'est pas l'alpha et l'oméga. Alors, je recommence. Pour moi, c'est pas la même chose, parce qu'effectivement, on va le voter dans 5 minutes. L'eau, c'est l'eau, l'assainissement, c'est l'assainissement. Donc si on était cohérent, on aurait 2 budgets séparés. Et je peux expliquer, donc je peux recommencer. J'ai une station d'épuration qui ne dessert que 40 abonnés. Donc c'est tout à fait logique que ces abonnés payent plus cher quand il faut faire curer le... Enfin, je ne sais même pas la peine de te l'expliquer. Quand tu dois te répartir un gâteau à 40 ou à 5000 comme Fort-Calquier, ça ne passe pas le même prix. D'où l'intérêt de la logique intercommunale. Justement. Par rapport à tout ce qui a été dit, auquel je n'ai pas répondu précédemment, le fait de travailler ensemble, le fait de mutualiser, pour moi, c'est tout à fait différent avec le fait de transférer. Mais le transfert, il n'est pas de notre fait, on est rien. Je suis d'accord. On peut en reparler. Non, mais tout à l'heure, j'ai entendu à quel point ça serait bien, parce qu'après, on pourrait travailler ensemble. On peut travailler ensemble. On peut travailler ensemble avec des communes, comme moi, je travaille avec Malfougas, qui n'est même pas dans la même Comcom. Ça ne nous empêche pas qu'il faille travailler. Ça me semble une évidence. Que l'eau soit un enjeu majeur, ça me semble une évidence. Je suis d'accord. Par rapport à ce qui va se passer, moi, c'est vrai que peut-être je suis nigote. Certainement. D'ailleurs, j'ai toujours entendu les communes vont décider. Et je n'avais pas compris que c'était les communes vont décider pour les autres communes. Je pensais que les communes allaient décider, c'est-à-dire que à la fin, on allait décider. On l'a compris effectivement avec le bureau d'études, en particulier quand il est venu devant les élus de Montlo, qui ont bien compris que quoi qu'ils disent, de toute façon, on va dire les carottes sont cuites, tu l'as très bien dit, on représente nous, 1/50 de la population de la communauté de communes, quoi. Et quand tu es élu, c'est un peu difficile d'expliquer aux gens qu'en fait, on est élu, mais impuissant. Alors tout à l'heure, Didier, tu disais, je tiens un combat d'arrière-garde.
peut-être, je tiens un combat que je pense être juste. Et même si ce combat est perdu, je pense que par rapport à ma population, par rapport à ce qui a été dit lors de la réunion publique, par rapport à ce qui se dit au conseil municipal, même si je suis minoritaire et je savais que j'allais être minoritaire, je ne regrette pas de l'avoir fait parce que je le dois à mes administrés. C'est eux qui m'ont élu. Je veux dire, c'est pas vous qui m'avez élu, c'est mes administrés qui m'ont élu et qui m'ont mandaté pour tenir cette position. Donc, par rapport à tout le travail qui a été fait par le bureau d'études, c'est vrai que le bureau d'études était fort sympathique. Les réunions, c'est normal, c'est un bureau d'études était toujours fixé pendant la journée. Donc moi, effectivement, je n'ai pas pu aller à toutes les réunions. Et quand j'ai pris le train en marche, puisque là, au départ, on nous proposait 6 modes de gestion possibles, à la fin, quand j'ai pris le train, il ne restait plus que la régie directe, mais justement sans trop de prestataires, et la délégation de services publics, ce qui effectivement réduisait quand même les choses, parce que actuellement 10 communes sur 13 sont en régie, forcément on a des tas de prestataires, on n'est pas capable de changer une vanne, on est obligé de prendre des entreprises, même nous pour curer les bassins, parce qu'on n'a pas les hommes ni le matériel pour le faire. Donc c'est vrai que... Alors tu délègues tout. Je prends pour l'instant, une société. Tu prends pour nettoyer tes bassins, tu prends pour tes analyses d'eau, tu prends pour tout. Ah ben ça pour les analyses, je pense que tout le monde doit... On n'a pas trop le choix. Il y a l'ARS qui passe, Carso... Tu délègues tout alors. Non. Non, ce qu'on ne délègue pas, et je pense que vous c'est pareil, on va le dire, ici il y a mon premier adjoint qui passe assez de temps sur le réseau d'eau, je peux te promettre qu'on ne délègue pas tout et qu'il a encore beaucoup de travail à faire sur le réseau d'eau. Après, donc par rapport au bureau d'études, c'est vrai que, pareil, au mois de juin, moi j'ai entendu la même chose que M. Bull, c'était à peu près équivalent. Et après j'ai lu les délibérations de mes collègues qui me disent tous, c'est pas possible, on ne peut pas embaucher, ce qui est difficile d'embaucher, ça serait difficile maintenant, ça serait difficile plus tard, ça serait difficile pour tout le monde. Il y a effectivement un problème pour embaucher des gens très qualifiés dans ces réseaux. Donc c'est pour ça que moi je vais voter contre le fait qu'on passe en DSP, et je trouve dommage de ne pas avoir compris qu'en fait c'était le conseil communautaire qui décidait, ça j'avais compris, mais que le choix des communes était lié les unes aux autres. Parce que là, on va voter pour tout le monde sauf Fort Calquier. Je vais dire quelque chose par provocation. Pourquoi est-ce qu'on ne voterait pas pour tout le monde sauf Fort Calquier et Montlot? Et nous, on resterait en régie. Alors, moi j'adore, je vais te laisser Maryse, mais j'adore cette conception de la démocratie qui veut que tant que c'est un avantage, on est d'accord, et puis à partir du moment où un vote majoritaire nous gêne, c'est antidémocratique. Et c'est quand même un mécanisme qui est de plus en plus à l'œuvre. C'est-à-dire qu'on prône la démocratie du matin au soir, et puis quand on demande à toutes les communes de faire un choix démocratique, parce que par définition tous les représentants qui sont là ont été élus par la population, que le choix qu'on ne défend pas n'est pas majoritaire, on dit moi je veux sortir de la solidarité intercommunale. Et ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Tu m'as entendu dire le mot antidémocratique ? Sur ce sujet comme sur le reste. Je n'ai pas dit ce mot-là. Tu viens de nous expliquer que le choix souverain de Montlot n'était pas suivi parce qu'il était imposé par les autres communes. Non, ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle la majorité en fait. C'est tout. Ah oui, je suis d'accord. C'est aussi simple que ça en fait. C'est encore la loi NOTRe qui s'impose à nous pour ce côté-là. On y revient. Excusez-moi monsieur, vous n'avez pas à intervenir. Voilà. Non mais je le précise. C'est important de respecter les règles. La loi comme les règles de bienséance, vous voyez, ça s'appelle les règles en fait. Principe de base. Tu comprendras que je le sais parce que tu es élu, tu comprendras que pour des élus qui sont venus aux réunions, qui sont venus écouter le bureau d'études, leur dire qu'ils sont totalement impuissants, c'est quand même complexe. Ils ne sont pas impuissants, c'est un choix démocratique différent qui a été fait. Ça n'a rien à voir avec l'impuissance, Camille. Tu l'as dit toi-même. Les élus de Montlot ne sont pas souverains pour décider ce qui se passe à Montlot. C'est leur choix communautaire. Ils ont voté pour un maire qui a envoyé un conseiller communautaire qui siège ou non dans les instances, et c'est un choix collégial. Ça s'appelle la démocratie en fait. Arrêtez de dire que la démocratie est galvaudée parce que c'est pas. J'en reviens à l'histoire de l'intérêt général par rapport à l'intérêt personnel. C'est pas parce que le choix de Montlot n'est pas suivi que c'est pas un choix démocratique. Mais je n'ai jamais dit que ce n'était pas démocratique. Je veux dire, si ce n'était pas démocratique, on ne serait pas ici. Ouais, je suis un peu perdue moi, parce que j'ai l'impression qu'on revient en arrière sans cesse et qu'on repart sur les situations individuelles, alors que là, on est en train de parler d'un collectif, quoi, hein, sur ce transfert non choisi, etc. On s'est répété beaucoup. Moi, j'ai l'impression, enfin, ça a duré des mois quand même. Je reviens à ce que disait Stéphane tout à l'heure, bien avant la question de la date. Mais bon, on a travaillé avec des a priori, sans a priori, j'en sais rien.
sans doute chacun avait des a priori sur ce mode de gestion. Et on est arrivé, enfin on l'a dit, on s'en est félicité collectivement, à un consensus, à un cheminement aussi. Certains pensaient au départ qu'il n'y avait que la régie, et puis tous ces éléments qu'on a partagés. D'abord, on ne connaissait pas la situation individuelle de chaque commune avant que le diagnostic soit fait. Donc, les premiers éléments, c'était le diagnostic. Évidemment, quand tu vois les tableaux, ben, tu te compares. Moi, c'est plus cher, moi, c'est moins cher. Enfin, bon, tout ça. Donc, il fallait ces éléments et qu'il y a eu tout un cheminement commun et solidaire, justement. Et voilà. Alors, certains ont pu participer, d'autres pas. La mairie de Liman, effectivement, a changé de municipalité, de gouvernance entre-temps. Il y a des élus différents qui se sont succédés. Alors, je ne sais pas s'ils se sont parlé entre eux entre-temps. En tout cas, moi, je fais partie des communes qui ont voté pour la régie. Enfin, qui ont voté. Non, on n'a pas voté. On n'a pas délibéré non plus, puisque c'est la loi qui nous l'impose, qui était plutôt pour la régie. Mais après, on l'a dit 10 fois, alors je vais encore le répéter une 11e, c'est devant ce principe de réalité que bon nombre de communes moyennes, voilà, puisque la grosse, elle est hors discussion, puisqu'elle n'avait pas le choix, et que je crois que le renouvellement de la délégation a été voté d'ailleurs à l'unanimité. Tu l'as peut-être dit, je ne me rappelle majorité, plus. Je confirme. Voilà. Donc, on est arrivé à un consensus. Et quand vous dites, à un moment, on était plutôt pour la régie où c'était équivalent, non, moi, je n'ai pas ce souvenir-là. C'est-à-dire qu'il fallait que chaque commune se prononce et il fallait, compte tenu du contexte fort calquérin, que toutes les autres soient pour la régie pour qu'on puisse éventuellement envisager un système. Mais après, la situation a évolué en fonction des choix de chaque commune. S'il y avait eu que Fort-Calquier, au départ, on nous a expliqué que c'était jouable. C'est sans doute ça que vous voulez évoquer, Monsieur Vulck. Mais ensuite, ça a évolué et on l'a quand même tous vécu. Voilà. Nous, en conseil municipal et devant les informations qu'on nous a apportées, etc., mon conseil municipal était plutôt pour la régie, mais j'ai expliqué à celui-ci qu'au conseil communautaire, je pouvais voter pour cette DSP de courte durée, évidemment, tout ça, vous l'avez déjà dit, mais ça a une importance fondamentale, parce qu'on ne construit pas une régie comme ça du jour au lendemain, en claquant les doigts. Moi, je reviens toujours sur l'exemple que nous a donné le bureau d'études qui a participé aux travaux de la régie de la DLVA, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Alors, moi, je disais 8, mais entre... C'est 13, bon, voilà. Ben alors, voilà, donc on avait... Voilà, et c'est des LVA avec d'autres moyens que les nôtres. Voilà. Voilà, y compris nos moyens, je dirais, ça n'a pas été évoqué, David, mais administratifs. Enfin, on est une toute petite communauté de communes. Donc c'est pour ça que, y compris des communes qui sont plus pour la régie, souhaitent qu'on se laisse collectivement le choix de reprendre, se donner le temps, si Fort-Calquier fait ce qu'il nous a promis, donc si Fort-Calquier fait, et je le crois volontiers, de nombreux élus sont là ce soir aussi pour l'entendre, qu'on s'est positionné, alors qu'on était au départ pour une régie, pour un contrat DSP de courte durée, nous laissant le temps d'avoir à nouveau le choix. Voilà, moi je le dirais comme ça. De choisir une régie ou une DSP, on anticipe en disant on va faire la régie en 5 ans. Moi je dis même j'en sais rien. Il faudra voir le coût de l'eau à l'habitant, il faudra voir ce que ça implique au niveau du service en termes d'embauche, etc. Mais se laisser à nouveau le choix en prenant cette solution courte. Voilà. J'espère que je n'ai pas trop répété de choses, mais... C'était très clair, il y avait besoin de le faire, donc c'est une très bonne chose. Je vous propose maintenant qu'on passe au vote. Je pense que tout le monde a pu bien exprimer ses positions de manière régulière. Oui, allez, une dernière intervention, allez-y. Je voulais juste dire rapidement que moi, je ne vais pas voter cette délégation parce que je pense que c'est quand même un mauvais choix et les élus de la commune chez nous, ils pensent ça. Et moi, je veux rester cohérent avec ça. Je pense qu'on fait une erreur et c'est pas pour faire... c'est pas un choix idéologique ni un choix d'avoir notre petit quant à nous à Liman, quoi. C'est pas ça. On est tout à fait prêt pour mutualiser des moyens, etc. Mais pas. On préférait pas ce choix, quoi. On préférait une régie. Madame Klingler, merci. Madame Klingler, vous souhaitez intervenir? Oui,
On voulait reconnaître l'intérêt qu'il y a eu de pouvoir participer à ce COPIL. Je pense Lorraine Prunet a été très active et a apporté, je pense, des choses très positives. Donc je pense qu'on peut travailler ensemble sur des sujets communs et qui intéressent l'ensemble des administrés. Et c'est un choix qui nous paraît raisonnable parce que justement, il ne ferme pas de porte et il laisse des perspectives. Merci. Une belle parole de fin. Et là, on voit bien que, à la base, vous n'êtes pas forcément une idéologie qui est similaire à la mienne, c'est un secret pour personne. Et le travail collectif qu'on essaie d'impulser depuis 2020, qui commence à porter ses fruits, tant mieux, on doit s'en réjouir vraiment, arrive à ce que finalement, on arrive à trouver une position commune sur des sujets aussi importants que celui-là. Et ça, vraiment, je m'en réjouis. Je vous remercie pour votre témoignage. Et j'espère que sur plein d'autres sujets, que ce soit ici ou côté ville, on pourra compter sur votre engagement de cette manière-là, parce que dans ces conditions-là, on travaille avec vous tous les jours. Aucun problème. Je propose qu'on passe au vote, si ça vous va. Qui est contre? Ah, il y en a qui veulent rester encore un peu? Non, Sandrine, vous vouliez rester encore un peu dans la salle? Non, ça va. Pardon. Alors, contre, 1, 2, 3, 4, du coup, puisque c'est le vote aussi de Madame Curnier. Qui s'abstient? Écoutez, mesdames et messieurs, ce rapport est adopté très largement et je vous en remercie. Et je vous remercie de la qualité et de l'ambiance, parce qu'on démontre qu'on peut échanger très longuement. Ça fait plus de 3 heures qu'on est assis ici. Prendre le temps de le faire et le faire avec un ton qui permet à tout le monde de s'exprimer, même ceux qui ne sont pas d'accord. Et c'est vraiment l'atmosphère que nous souhaitons mettre en œuvre dans ce conseil communautaire et dans toutes les assemblées délibérantes. Il est 21h26, il n'y a pas de questions diverses, pas de motions, et donc je lève la séance et je vous souhaite... Comment? Ah oui, les deux. Donc qui est pour l'eau, on l'a fait. Pour l'assainissement, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Ça, c'est vraiment une réflexion d'administratif. Merci, monsieur le directeur général des services. La séance est levée, il est 21h26. Merci à tous.